Il est donc 20 h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir. Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de l'INA. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission de gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016, des policiers, des gendarmes, une présence visible des forces de l'ordre. Contexte oblige, rentrée à rimer aujourd'hui avec sécurité. Élise Rouard. C'est l'image de cette rentrée particulière depuis que le groupe État islamique menace les écoles. Des policiers, des gendarmes et même 3000 réservistes de l'armée mobilisés aujourd'hui. On fait ce qu'il ne comprenait pas au début, qu'à 9 ans et demi, maintenant il comprend les choses et il sait que c'est difficile. Il sait que c'est une terreur et que c'est arrivé chez nous et qu'il voyait ça à la télé, déjà il était déjà en panique. Alors le fait que ça arrive ici, c'était... Impossible de sécuriser les 77 000 établissements de France, il faudrait déployer 200 000 hommes, soit l'ensemble des effectifs de sécurité du territoire. Mais ce matin, pas moins de 6 gendarmes attendent les enfants devant ce collège d'Orchy dans le Nord et ils savent tout de leur zone d'intervention. C'est affiché quelque part pour les élèves, pour qu'ils aient un visu quotidien pour s'en rappeler. Comment vous contrôlez justement les vidéos? C'est des règles de sécurité déjà auparavant ou uniquement par rapport à l'alerte attentat? Les mesures de sécurité. Rentrée spéciale aussi pour les parents conviés dans tous les collèges à un briefing sécurité. Les bâtiments eux-mêmes se sont adaptés à la menace cet été. Le gouvernement a versé 50 millions d'euros aux collectivités pour renforcer la sécurité. Le collège d'Orchy est désormais équipé de 8 caméras. Vidéosurveillance également pour les écoles d'Arras et renfort humain en permanence. Tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Je fais 4 fois par jour. Ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les enfants ce matin, mais sur ce point au moins, les voilà rassurés. Et toi, la sécurité, tu y penses? Bah oui, mais bon, ça va aller. De rentrée scolaire qui a été l'occasion pour François Hollande de se rendre à Orléans. Il était accompagné de sa ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Au programme de la matinée, visite d'une école primaire, d'un collège, échange avec les enseignants, établissements qui font partie d'une zone de sécurité prioritaire. Et ils sont donc 12 millions d'élèves à retrouver leur salle de classe, leurs enseignants, découvrir parfois aussi un tout nouvel univers. À travers les régions de France, nous les avons suivis aujourd'hui. Tour d'horizon signé Florent Boutet. Ah, on y va. La rentrée est commencée. Bonjour. Il est ici là. Tu es avec qui? Tu retrouves des amis? Oui, Ryan.
vraiment. Un peu la boule au ventre. Ouais, un peu la boule au ventre. Parce qu'on rentre dans une grande classe, c'est pas ce qui va se passer. Ouais. Mais il va se débrouiller. Il est grand. J'attendais beaucoup la rentrée parce que les vacances sont un peu trop longues et comme j'aime bien l'école et apprendre, j'aime bien. Un bisou. Allez, c'est une très grande étape, mais en même temps, c'est une étape qui est super. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Je me sens grande. Tu veux venir avec maman? Vous allez faire un petit dessin tous les deux. Vous voulez rester quelques minutes? Ouais, non. Donc je pense que ça ira. Il va sûrement pleurer un petit peu quand même, mais bon. Faut pas mélanger les couleurs. Il est donc, je cite, venu voir et écouter la vraie vie des vrais gens. Le désormais ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron était à la foire de Châlons aujourd'hui. Première sortie publique depuis sa démission. Emmanuel Macron qui n'a pas échappé aux petites questions. Image signée Marilyn Fournier et Raphaël Doumergue de France 3 Reims. Montage Frédéric Hainaut. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Français, farine française. Oh, c'est gentil. Oh là là. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Oui, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, à vous de répondre. Ben voilà. La champagne, c'est nous. Exactement. Et vous attendez Madame, non mais ben voilà, d'aller à la rencontre des gens, d'écouter, d'entendre les préoccupations, d'écouter de manière directe les choses, spontanées, sincères, directes, sans filtre. Pour construire un programme. Ah bah pour construire, voilà, ce que j'ai appelé. D'abord un diagnostic, puis un plan de transformation du pays. Que vous allez mettre en œuvre dès 2017. J'ai répondu à ces questions 10 fois. Je peux le faire une 11e fois. Ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui d'écouter, d'échanger. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette bon courage? Merci, merci beaucoup. Sur le plateau de France Info, Gilles Bernstein nous a rejoint, spécialiste politique de France Info. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Finalement, Emmanuel Macron, sa nouvelle vie, c'est quoi? Eh bien, figurez-vous qu'il avait vendu son appartement. Il vivait dans le logement de fonction des ministres à Bercy, logement qu'il a dû quitter le soir même de sa démission. Alors il cherche un appartement, comme tout le monde. Il est logé vraisemblablement chez des amis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est une sorte de SDF. Il n'a plus de chauffeur non plus. Bref, une vie plutôt moins facile sans les commodités qu'offre Bercy. Désormais, ce sera 3 déplacements par semaine. Il va commencer par le thème de l'éducation. Et puis très vite, fin septembre, dans moins d'un mois, restitution publique de son diagnostic de la société française. Vous savez, le résultat de ce célèbre porte-à-porte des militants d'En Marche. Emmanuel Macron veut aller vite, installer sa candidature, lui donner du corps, du contenu, bref, le plus rapidement possible, montrer qu'il est une alternative crédible à la candidature de François Hollande. Merci beaucoup Gilles pour cet éclairage. À l'international, déjà 1 millier d'interpellations au Gabon depuis la réélection d'Ali Bongo qui a été le point de départ de vives tensions. 24 heures de troubles dans plusieurs villes, l'Assemblée nationale incendiée, le QG de Jean Ping, adversaire de Bongo, pris d'assaut par les forces de sécurité. Déjà 2 morts et plusieurs blessés selon l'opposition. Le pays se déchire et le retour au calme ne semble pas s'amorcer. La 12e éclipse annulaire du siècle nous emmène maintenant sur l'île de la Réunion. L'événement est extrêmement rare. La dernière en date remonte à 160 ans. La Lune avait rendez-vous avec le Soleil en début d'après-midi, mi-journée pour nous ici à Paris. Des images exceptionnelles qui nous remontent de nos confrères de Réunion Première. Et direction maintenant Radio France pour l'essentiel de l'info.
Dilma Rousseff n'accepte pas sa destitution. L'ex-présidente du Brésil fait appel auprès de la Cour suprême et demande un nouveau procès. Juste après avoir été démise de ses fonctions par le Sénat hier, Dilma Rousseff avait dénoncé un coup d'État parlementaire. Elle pointe du doigt Michel Temer, son ancien vice-président, devenu officiellement président du Brésil hier soir. Selon Dilma Rousseff, c'est lui qui aurait orchestré l'affaire de maquillage des comptes publics qui lui a été fatale. La terre a tremblé ce soir en Nouvelle-Zélande, sur la côte nord-est du pays. Séisme de magnitude 7,1 selon un institut géologique américain. Sur Twitter, le ministère de la Défense prévient d'un risque de tsunami et recommande aux habitants de ne pas s'approcher des plages et des zones côtières. 30 millions d'euros pour sécuriser les établissements d'enseignement supérieur, annonce de la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Rentrée un peu particulière ce matin dans les collèges et les écoles. 12 millions d'élèves ont repris le chemin des salles de classe et il n'était pas tout seul. 3000 réservistes de la gendarmerie les ont accompagnés en raison évidemment du risque d'attentat. Et puis c'est un événement dans le monde des médias, vous le vivez avec nous si vous êtes branchés sur le canal 27 de la TNT. France Info était une radio depuis bientôt 30 ans et c'est aussi une chaîne de télévision depuis maintenant 10 minutes. La chaîne d'information en continu du service public vient de décoller, bienvenue à bord. France Info. Ah, tu marches en même temps. Vous l'avez compris, après une nuit d'émeutes meurtrières et de pillages, la rédaction de France Info a décidé de s'arrêter sur les événements qui secouent le Gabon. 3 morts et des centaines de personnes arrêtées en seulement 24 heures après l'annonce hier soir de la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays. Il est accusé par l'opposition de fraude massive. Lui a affiché il y a à peine une heure sa fermeté. Il accuse des groupuscules formés à la destruction et vous allez l'entendre, il s'est fendu d'une leçon de démocratie. C'était à la télévision publique, écoutez. La démocratie, c'est difficile. Beaucoup s'y attellent depuis des centaines d'années et y travaillent encore. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un Parlement et de la télévision nationale. La démocratie, c'est difficile. Mais la démocratie vaut la peine de lui consacrer sa vie. Et j'ai décidé de lui consacrer la mienne. Voilà, et depuis la publication de ces résultats très serrés, il n'est plus question que de violence dans les rues de la capitale. Les premières images que nous avons reçues aujourd'hui sont celles d'amateurs, tournées donc par la population à la merci, vous le savez, de ces fameux affrontements. Alors, tout de suite, décryptage et explications nécessaires. L'injustice et la honte monte encore. L'injustice et la honte monte encore. Monte encore. L'injustice et la honte. Et 11 000 Français travaillent actuellement au Gabon. Il faut savoir qu'une centaine d'entreprises nationales sont implantées dans le pays, dans plusieurs secteurs, mais avant tout dans le secteur minier et pétrolier. Ces dernières années, Sébastien Létard, les sociétés françaises ont investi plusieurs milliards d'euros au Gabon. Oui, vous le disiez, les matières premières, c'est 80% des exportations du pays. Et ça se retrouve forcément dans la liste des entreprises françaises présentes sur place. Entre autres, on peut citer Total ou Eramet. Premier secteur clé, les hydrocarbures, le pétrole, avec une présence historique de Total. Le groupe y a réalisé l'an dernier 750 millions d'euros de chiffre d'affaires.
c'est assez conséquent. Il investit aussi beaucoup dans le pays, plusieurs milliards d'euros pour le développement de gisements offshore. 750 millions d'euros, c'est la part du géant Total, mais il y a aussi beaucoup d'autres petites sociétés de services pétroliers, à l'image du français Schlumberger dans le pays. Et après le pétrole, il y a un autre secteur clé, Sébastien, c'est le secteur minier. Oui, et là aussi, un géant français du secteur, Eramet. Le groupe investit beaucoup, 240 millions d'euros, notamment dans la création d'un vaste complexe minier pour l'exploitation et la transformation du manganèse, un minerai qui sert beaucoup dans la fabrication des rails de chemin de fer, mais aussi des piles ou encore de l'engrais agricole. Eramet exploite aussi dans le pays de l'uranium ou des terres rares, cette fois pour la construction de téléphones portables. Troisième secteur clé, avec là aussi des entreprises françaises, mais de taille plus modeste, le bois dans les forêts gabonaises, avec l'exploitation des bois précieux, mais aussi la fabrication de contreplaqués. Enfin, dernier secteur, le BTP, avec là aussi des grands noms du secteur, Bouygues, Vinci, que l'on connaît. Le groupe Bolloré, qui est pressenti depuis quelques semaines pour le développement du premier port commercial du pays. Mais ces entreprises françaises, elles subissent la concurrence internationale. Un exemple, l'an prochain, le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont des sociétés chinoises qui ont été retenues pour la construction des stades dans le pays. Merci Sébastien pour ces explications et vous avez inauguré notre super écran tactile. Merci à vous. Ali Bongo, après Omar Bongo, la dynastie qui a pris les rênes du pays dans les années 60 ne fait plus rêver. Chacun sait ce qu'on lui reproche. Le père comme le fils aurait les poches pleines mais pas de scrupules. Eh bien, au-delà des rumeurs, il y a des faits récents. C'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien Thomas. En 1967, Albert Bernard Bongo ne s'appelle pas encore Omar, mais à 32 ans, il devient président de la République du Gabon. Une ascension fulgurante et surprenante si on se borne au CV. Fils de paysan, employé des postes, Omar Bongo a surtout été membre du SDEC, les services secrets français. La France voit donc d'un très bon œil le parcours de son petit protégé, qui s'empresse, une fois élu, de lui rendre les honneurs à l'Élysée. Le président gabonais avait avec les journalistes. Entre le Gabon et la France, il n'y a pas de problème. J'ai tenu que ma première sortie officielle dans un État ami, comme chef d'État, soit la France. Et à cette occasion, j'ai également remercié le général de Gaulle ainsi que son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait. Poser les bases d'une dynastie, voilà ce qu'ils ont fait. Après De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Omar Bongo est toujours là. Avec Chirac, qu'il appelle mon frère. Avec Nicolas Sarkozy, enfin. Il aura murmuré à l'oreille de 6 présidents jusqu'à sa mort en 2009. Alors après Omar, voici Ali. Le petit garçon grandit dans l'ombre de son père, dont il sera 2 fois ministre, à la Défense, aux Affaires étrangères. Et à sa mort, il est le candidat naturel à la succession. Mais tel père, pas forcément tel fils. Dans les urnes comme dans la rue, les résultats de la première élection sont contestés. Un septennat plus tard, l'histoire se répète. Ali Bongo, ou le président qui n'aura jamais tout à fait réussi à se faire un prénom. Et j'ai envie de dire bravo à toutes les équipes, à toutes nos rédactions qui travaillent notamment ici à France Télévisions, parce que regardez sur notre fil info, celui de France Info, il n'y a que des encouragements pour aller plus loin. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux. France Info, je partais dans l'idée d'un bidule un peu cheap, mais bravo, bluffé par l'esthétisme et vos contenus, enfin un média global public digne du 21e siècle. Allez France Info, bonne chance et voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Super, longue vie à votre nouvelle chaîne, dit un autre téléspectateur. Je vous suivrai à 100%, merci de votre courage. J'aime toutes vos équipes d'information. Déjà, dites-moi, ça commence assez fort. Voilà, un petit coup d'œil quand même sur toutes ces équipes dont on vous parle depuis ce soir 20h, lancement de cette chaîne sur le canal 27 de la TNT. Regardez, tout le monde est là, c'est normal, c'est la joie et les motivations qui s'affichent sur les visages de chacun, pour ceux en tous les cas qui ne sont pas forcément vissés sur leur siège et leurs écrans. Voilà, c'était un petit coucou de chez nous pour vous encourager à nous encourager. Ma foi, on le mérite bien, c'est notre entrée des classes à nous. Il est 20h20, dans quelques secondes, donc direction Radio France pour l'essentiel de l'info.
L'Élysée suit toujours de très près ce soir la situation au Gabon. Le président Hollande condamne avec la plus grande fermeté les violences et les pillages qui secouent la capitale Libreville depuis 24 heures. Dans un communiqué, le chef de l'État appelle toutes les parties à la retenue et à l'apaisement. L'Assemblée nationale du Gabon a été incendiée hier soir par des manifestants. Un millier de personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de la réélection d'Ali Bongo à la présidentielle. Au Brésil, Dilma Rousseff fait appel auprès de la Cour suprême. L'ex-présidente démise de ses fonctions demande un nouveau procès selon son avocat. Hier, le Sénat a voté sa destitution à une large majorité et l'a reconnu coupable de maquillage des comptes publics. Dilma Rousseff a aussitôt dénoncé un coup d'État parlementaire depuis hier soir. C'est son ancien vice-président, Michel Termer, qui est officiellement à la tête du pays. Le local de la Fédération PS de Paris attaqué en plein jour cet après-midi par plusieurs dizaines de militants d'extrême gauche. Information de France Bleu Paris. Plusieurs vitres ont été brisées à coups de barres de fer et le bâtiment a été tagué. C'est la première fois qu'un local du PS est vandalisé en plein jour. Et c'est raté pour la fusée américaine Falcon 9. La rampe de lancement de SpaceX à Cap Canaveral en Floride a explosé. Premier échec de la compagnie depuis 2010. Falcon 9 devait décoller de Floride samedi prochain et permettre la mise en orbite d'un satellite de communication. France Info. Vous le savez, vous les avez peut-être accompagnés ce matin, c'est la rentrée, pas seulement pour les enfants, également pour la réforme scolaire. La révolution, on en a beaucoup parlé, c'est la fin de l'option latin et grec. Pourtant, les enfants pourront continuer, les élèves pourront continuer à l'étudier via les EPI, c'est ça. La nouveauté, les enseignements pratiques interdisciplinaires 2 à 3 heures par semaine pour apprendre différemment autour d'un projet avec des matières qui vont s'entrecroiser. Alors, l'enseignement du latin et du grec à l'école, c'est une série à épisodes en France et Lina s'y est penchée. Regardez. 534 457 élèves suivaient des cours de latin ou de grec en 2013. Mais combien sont-ils cette rentrée avec la réforme mise en place par Najat Vallaud-Belkacem? Selon la ministre, 3 fois plus d'élèves qu'aujourd'hui suivront une initiation. Ce qui n'empêche pas les profs de langues anciennes de dénoncer une extinction programmée de leur matière. À regarder les données de l'éducation nationale, le latin et le grec se portent bien. Sur un siècle, le nombre d'élèves n'a fait qu'augmenter. Ils sont ainsi 10 000 latinistes en 1920, 170 000 de nos jours. Mais ces chiffres trompeurs illustrent surtout la démocratisation de l'enseignement. Pas même pour cette chose où le contour à savoir qu'il parle, l'iquette n'est permis. Qui prend la phrase suivante, s'il vous plaît, il n'y a pas de difficulté, veille. En réalité, l'enseignement du latin et du grec attire moins. En 1962, 50% des collégiens font du latin en première année. En 2014, ils ne sont plus que 19%. Plus éloquent, le nombre d'heures enseignées n'a fait que baisser. En 1942, 6 heures de cours sont affectées au latin ou au grec en classe de 6e. Depuis 1996, ce ne sont plus que 2 heures de cours hebdomadaires, et encore à partir de la 5e. Autre signe du déclin, depuis 1968, les cours sont optionnels. Le latin et le grec seront désormais enseignés au sein d'un cursus commun avec d'autres matières, auquel a été ajouté un enseignement de complément, le retour de l'option par la petite porte. Hé! Oh! Hé, Bénure! Que dites-vous, mes salades? Eh ben, avance-toi, mais ringardoum! Obtenarez un permissionnem de conduire arrêt par pistonnem ou dans une homme pochette homme surprise homme? Ah, toi, m'interarrêt à la boucle à rame, hein? Si une anus descendu, c'est fichu ce coup de pompom dans les michoumes. Voilà, c'est aussi la force de France Info de pouvoir s'appuyer sur le réseau des stations régionales de France 3. Nous allons nous rendre à Bordeaux, à Toulouse et à Belle-Île-en-Mer. Bonsoir messieurs, bienvenue sur France Info pour voir comment s'est passée la rentrée chez vous. On va commencer à Bordeaux, juste devant le magnifique pont de Pierre, Serge Guigné. Une rentrée à Bordeaux contrastée entre